nous avons parlé tout à l'heure de la stratégie. On a essayé de s'approprier un petit peu les codes de l'incertitude, des leviers pour se l'approprier, pour l'apprivoiser en tant que manager. On a vu également en tant que dirigeant que le quotidien était effectivement de jouer, de jongler avec l'incertitude, qu'elle soit issue de la crise sanitaire à l'égard des collaborateurs, des clients, des actionnaires, mais également du marché. On a parlé d'amazonisation. Là, on va se resserrer, si j'ose dire, se recentrer sur le cœur de nos métiers, d'ailleurs de vos métiers tous trois, même si pour certains, il y a des périmètres qui sont assez larges autour de la table. Je dis ça notamment pour toi, Anne. Et là, donc, nous allons sur cette séquence partager des bonnes pratiques, également témoigner, avoir des retours d'expérience sur la manière dont vos deux entreprises, Ikera et Maïf, qu'on va présenter dans quelques instants, puis également Laurent, notre expert, notre sous-marinier avec un grand radar qui va écouter des bonnes pratiques des uns et des autres. Donc merci déjà de vous être prêtés à ce jeu des questions-réponses et de nous avoir rejoints ce matin. On a évoqué Maïf. Alors, dans l'ensemble, Maïf, on connaît dans la relation client, j'ai envie de dire, on connaît peut-être un peu plus encore. Ikera, on en entend souvent parler. Peut-être que certains nous diront, oui, mais c'est du B2B, donc on connaît un petit peu moins. Donc si on essaie de remettre les compteurs à zéro, Ikera, on est dans l'univers de la acquisition et gestion de créances. On parle aussi de notion de recouvrement. On avait eu l'occasion d'accueillir Jean-François Bencel, qui était dirigeant à l'époque de DSO, qui est devenu Ikera quelques années après. Et une des spécificités d'Ikera est peut-être, probablement d'ailleurs, de vraiment miser sur la notion de l'humain. Et c'est notamment ce qu'on voit dans ta fonction, Anne, qui est effectivement sur la direction des talents et des engagements. Et donc, ça comprend toute la partie communication, la partie RH, la partie learning, donc j'imagine que c'est la formation, et puis également toute la partie expérience client et expérience collaborateur. Donc, tu es bien à ta place ici. Notre ami Nicolas Courgeot, je ne t'appelle pas Laurent, comme je l'ai fait en coulisses tout à l'heure, même si ça fait 15 ans qu'on se connaît. Du coup, Nicolas, toi, tu sévis, si j'ose dire, sur la partie excellence opérationnelle et satisfaction sociétaire. Voilà, une autre approche, un autre point de vue. Et puis Laurent Garnier, cofondateur de KPAM. Et toi, si je devais définir, c'est finalement d'être capable de dire d'une manière quasi scientifique, en tout cas à travers une science, ce que peuvent dire des dizaines de milliers de verbatims qui soient issus de clients et de collaborateurs, ce qui nous vaut le plaisir de te retrouver. Alors, on pourrait dire que tu as un rond de serviette qui traîne, et à la limite, j'en serais très fier. Voilà. Je suis très heureux de t'accueillir, mon cher Laurent, au sein de la marque. Merci beaucoup à tous trois. Du coup, on a parlé tout à l'heure d'incertitude. Là, je ne vous ai pas encore donné la parole, on va finir par y aller. Du coup, je propose d'être galant et du coup d'inviter Anne peut-être à répondre déjà comment Ikera a pu vivre, notamment ces dernières années, ou plutôt ces derniers mois, en termes d'incertitude. Quelles ont été les incertitudes majeures rencontrées que tu as perçues, et puis peut-être Nicolas de même, et puis si tu en es d'accord, de faire une petite synthèse. Avec grand plaisir. Alors je commence. Alors ce qui est vrai, c'est que chez Ikera, on fait de la gestion et du recouvrement de créances. Alors comme toutes les entreprises, on a géré de l'incertitude, surtout sur les 18 derniers mois. Mais au-delà de ça, en fait, notre métier, notre mission principale, c'est de trouver une solution de paiement à une situation d'impayé. Et ça déjà, c'est de l'incertitude. En fait, c'est une espèce de relation à double incertitude. On gère pour nos donneurs d'ordre leurs créances impayées, leur situation d'impayé, et pour eux, c'est une incertitude de trésorerie. Voilà. Et puis, en face, on gère leurs clients avec cette situation d'impayé. Et dans notre métier, en fait, on s'est rendu compte, on est rarement en situation d'impayé par plaisir, par choix. Et en général, ça résulte d'une fragilité à un moment, une situation personnelle, quelque chose qui s'est passé. Et il y a une incertitude pour les clients de nos clients et avec lesquels on est en contact au quotidien, qui sont est-ce que je vais arriver à régler ma situation d'impayé. Voilà. Et ça, c'est le cœur de notre mission, et on avait déjà la gestion d'incertitude. Mais bon, j'allais dire, ça, c'était le quotidien. Alors trop après, simple. C'était trop simple, ouais, c'est ça, parce que c'est le cœur de notre métier. Ce qui est vrai, dans nos gestions d'incertitude, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a Ikera, c'est la naissance, c'est né il y a à peu près un petit peu plus de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans au mois d'octobre. Et c'était une fusion entre 2 groupes. Et une fusion, c'est déjà de la gestion d'incertitude. La première chose qu'on se pose comme question, c'est quand on fusionne 2 groupes, c'est est-ce qu'on va arriver à vivre ensemble. Voilà. Donc, et ça, déjà, on avait cette gestion d'incertitude.
Puis plus récemment, la gestion du Covid, avec cette situation sanitaire, avec des collaborateurs qui ne travaillaient pas à distance. Et puis d'un seul coup, il a fallu apprendre à gérer nos collaborateurs à distance. Et là encore, beaucoup d'incertitudes. Puis encore tout récemment, on a subi une cyberattaque. Et là, encore de la gestion d'incertitudes et encore différente. Voilà. Donc nous, j'allais presque dire, c'est pas notre quotidien, mais là, on a eu une bonne dose d'incertitude. De manière un petit peu malicieuse, j'ai envie de te dire merci d'avoir fait le plein d'incertitudes pour pouvoir les partager avec nous, Anne. Beaucoup de zèle, voilà. Merci, Anne. Nicolas, je pense qu'il y aura sans doute des ponts. On parle d'incertitude. Maïf, on est aussi un petit peu sur cet univers. On est sur un sujet, effectivement, l'assurance, qui est un sujet rempli d'incertitudes. Évidemment, on ne sait pas s'il va y avoir des sinistres, on ne sait pas s'il va y avoir des catastrophes naturelles, on ne sait pas si les pièces automobiles vont augmenter. Mais pour autant, tout ça, on sait le modéliser. On a des modèles, effectivement, qui nous permettent de maîtriser cette incertitude que l'on vit au quotidien. C'est notre cœur de métier. Ça nous permet d'avoir un équilibre économique, ça nous permet effectivement d'ajuster la tarification, d'ajuster nos placements, etc. Donc, finalement, travailler l'incertitude, c'est faire en sorte que l'entreprise Maïf soit pérenne et puis soit économiquement rentable sur du long terme. Pour autant, et l'amiral tout à l'heure parlait d'entraînement, il a dit plein de choses intéressantes d'ailleurs, l'amiral, et il a notamment parlé d'entraînement, et c'est vrai que notre direction générale, j'y pensais tout à l'heure, s'entraîne régulièrement à des situations de crise grave, avec des scénarios qui font qu'à un moment donné, on peut avoir une attaque, une cyberattaque, à un moment donné, cette cyberattaque peut se cumuler avec une crise médiatique, etc. Donc ils ont l'habitude aussi de ce type d'entraînement, mais ils n'ont jamais, dans leur scénario, ils n'ont jamais eu l'idée d'avoir une crise sanitaire qui venait se greffer sur tout ça. Alors on était un peu dans la même situation, crise sanitaire, travail à distance, travail chez soi. Il a fallu évidemment réagir. Moi j'aime beaucoup ce lien entre incertitude et réaction. Je pense qu'on est tous câblés comme ça. On est très proche de ce qu'on vit dans les émotions quelque part. Moi je suis un grand fan de la gestion des émotions. Et c'est vrai que du coup, je vois bien le lien entre l'incertitude, ça procure quand même quelque chose d'inconfortable, comme un peu les émotions négatives. Et derrière ça, j'ai envie de réagir et je dois réagir. Et c'est vrai qu'on a eu à cœur à ce moment-là de réagir très très vite face à cette incertitude particulière. On est habitué aux incertitudes en général, mais on n'était pas habitué à cette incertitude particulière. Par contre, je pense qu'on a eu le réflexe, comme plein d'autres business et plein d'autres entreprises bien évidemment, de pouvoir réagir très très vite et de faire en sorte que finalement on ait une certaine forme de continuité d'activité, quand bien même on n'avait pas prévu ce qui allait se passer. Donc dans les scénarios de crise, il manquait l'avenue du pangolin, finalement. Exactement, le pangolin ou autre, je ne sais pas. Du coup, dans le radar, toi, sans parler de boule de cristal, on a eu Madame Irma tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as pu, toi, identifier Alors, je me base sur on fait à peu près une centaine de modélisations de parcours clients ou collaborateurs par an. Donc, si on considère que la crise est là depuis 15-18 mois, on est au-delà de 150 modélisations. Et quand on regarde un peu les 150 modélisations, donc toutes les entreprises qu'on a accompagnées ces derniers temps sur ces travaux-là, on s'aperçoit qu'il y a finalement deux types d'entreprises. Il y a les entreprises qui ont qui ont considéré finalement que cette crise, c'était une parenthèse, c'était un moment hors du temps, et elles ont gentiment attendu, je dirais, le retour à la normale, ce qui peut se comprendre. Et d'autres qui, et je trouve que la Maïf est assez exemplaire là-dessus par exemple, ont considéré que c'était un moment de vérité, cette crise. Et que c'est dans ces moments un peu difficiles que s'expriment véritablement les valeurs, que s'exprime véritablement son orientation client ou l'orientation collaborateur d'une entreprise. Et je trouve que les entreprises qui ont gagné, ce sont les entreprises qui ont compris que c'était un moment de vérité, qu'il fallait se mobiliser. Et je vous donne juste un exemple. On a travaillé avec un laboratoire pharmaceutique qui nous a expliqué que finalement, ils considéraient qu'ils étaient les grands perdants de cette crise. Pourquoi ? Parce que au début, quand la crise arrive, ils se sont dit on ne va pas embêter les personnels hospitaliers, les gens des CHU, les professionnels de santé. Ils ont autre chose à faire que de nous entendre. Ils ont plein de choses à régler, donc laissons-les tranquilles. Et bien, cette stratégie de laissons-les tranquilles, ils s'aperçoivent qu'elle n'est pas payante parce qu'à la sortie de la crise, de tous les laboratoires pharmaceutiques, c'est eux qui ont le plus dégringolé. Donc ça montre bien à quel point c'est important d'être là, mobilisé auprès de ses clients, auprès de ses collaborateurs. Voilà. La crise, c'est un moment de vérité et il faut être très bon dans ces moments-là. Ouais. Et ce moment de vérité, d'être très bon, c'est un enchaînement, j'ai envie de dire, parfait sur la manière dont vos entreprises ont pu gérer justement l'incertitude qui pouvait être provoquée chez les collaborateurs. On sait que l'un et l'autre, Ikera, Maïf, vous avez un soin particulier à l'égard de vos collaborateurs. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pu
initier comme démarche, comme pratique, j'oserais dire comme bonne pratique, voilà, même si il y a beaucoup d'humilité autour de cette... Non mais voilà, même s'il y a beaucoup d'humilité autour de la table, mais voilà, qu'est-ce que vous avez entrepris justement à l'égard de vos collaborateurs pour les accompagner en cette période? Alors, quand on se retrouve face à une situation d'incertitude, on n'a pas de solution toute faite. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est ce que disait Laurent, c'est la culture de l'entreprise. Et il y a un des piliers de notre culture qui est le soin porté à l'autre, le collectif et l'écoute. Alors, dans le métier du recouvrement, vous allez me dire, pas savoir écouter, c'est quand même un problème. Donc, forcément, c'est savoir écouter qui nous a sauvés quelque part. Et d'ailleurs, dans notre culture d'entreprise et même dans la construction de notre groupe, post-fusion, si on s'appelle Ikera, c'est pas par hasard. On avait vraiment voulu écrire dans notre nom quelque chose sur l'attention portée à l'autre, l'écoute de l'autre, pour vraiment que ce soit ancré profondément dans nos pratiques, dans nos cultures. Et quand on a construit notre groupe post-fusion, on a beaucoup collaboré avec nos collaborateurs. On a le nom, déjà, on a travaillé le nom avec nos collaborateurs. On avait 3 noms et ils ont voté pour choisir notre nom. Nos valeurs, notre référentiel managérial qu'on a co-construit avec nos managers. Et aujourd'hui, on a une boussole managériale pour pouvoir naviguer dans l'incertitude. Voilà, tout ça, en fait, ça faisait partie du quotidien. Donc, quand est arrivée la crise, finalement, notre premier réflexe, c'était de se dire, on ne sait pas, parce que finalement, c'est arrivé tellement soudainement. Et puis, du jour au lendemain, tous nos collaborateurs, on les a renvoyés chez eux. On s'est dit, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on sait faire? On sait les écouter. Donc, en fait, la première chose, un de nos premiers réflexes, ça a été d'utiliser notre plateforme de feedback management pour leur envoyer un petit questionnaire très court. La première question qu'on leur a posée, et ça, mais quelques jours après les avoir renvoyés chez eux, c'est « comment ça va ?» Et puis après, on a pris cette habitude, sans arrêt, pendant toute cette première période, de leur poser des questions régulièrement, avec des questionnaires très très courts, pour reprendre le pouls en fait et savoir comment ça allait. Et puis après, on a créé plein de rituels autour de l'écoute, parce qu'on s'est dit finalement, on ne sait pas très bien, et puis ça peut changer d'un mois à l'autre, ils peuvent très bien aller un mois, puis pas bien le mois d'après, et puis de quoi ils ont besoin, comme on ne les voit plus, il faut les écouter. Voilà. Et donc, on a organisé plein de choses autour de... on avait fait des cafés avec des membres du COMEX, où ils pouvaient poser des questions librement. On a beaucoup utilisé Teams. Heureusement qu'on avait ce moyen de communication. Des points RH. On avait régulièrement des moments de partage où le président donnait quelques instructions, quelques informations sur le groupe. Et à la fin, des questions. Et je peux vous dire que même s'il y avait 1000 collaborateurs connectés, il y avait tout le temps des dizaines de questions à la fin. Voilà. Et ça nous permettait de savoir ce qui se passait. Donc finalement, nous, j'allais dire assez modestement, on a essayé d'écouter un peu plus pour pouvoir mieux accompagner nos collaborateurs et mieux nous ajuster à tout ce qui se passait au quotidien. Ouais. Et alors, on revoit l'importance de la culture tout à l'heure, qu'évoquait d'ailleurs l'amiral sur le fait de se connaître, d'être dans une dynamique. Toi, la notion d'écouter, toi, ça doit te faire plaisir. Toi, oui, ça doit te faire plaisir. Oui. On va en reparler. Maïf, c'est ça. Maïf, également, voilà, quelles ont été les démarches singulières, ou pas en tout cas, voilà, celles que vous avez mises en place dont tu vois. Je ne sais pas, parce qu'en fait, on a, je pense, tous réagi un peu comme on pouvait avec ce qu'on avait. En tout cas, culture, oui. Culture, c'est essentiel, c'est clair. On partageait tous dans l'entreprise la même volonté, c'était comment est-ce qu'on allait faire pour avoir une continuité dans l'activité. À tous les niveaux de l'entreprise, ça a été quelque chose de très très fort. Et puis organisation, l'amiral en parlait tout à l'heure également. C'est vrai qu'il a dit plein de choses intéressantes. Et c'est vrai que sans cette organisation que finalement on avait quelque part sur laquelle on s'était un petit peu entraîné, on avait des accords de télétravail qui étaient déjà en place, on avait du matériel qui était en passe d'être livré. Donc finalement on avait quelque chose quand même, un petit avantage par rapport à cette situation où on allait, grâce à une logistique assez complexe, il faut l'avouer, pouvoir rapidement reprendre l'activité, fournir rapidement des ordinateurs portables à tout à chacun. Et quand je parle de culture, ce qui était vraiment chouette à ce moment-là, c'est que on avait des collaborateurs qui n'étaient pas encore livrés dans les 2-3 premiers jours. Ça a été très vite, mais malgré tout, eh bien, ils ont pris leur ordinateur personnel. Et les informaticiens ont débloqué les VPN pour faire en sorte que même l'ordinateur personnel, au-delà des contraintes informatiques qu'on pouvait... Alors, on a pris peut-être un risque par rapport à une éventuelle attaque ou cyberattaque, mais pour autant, on avait des collaborateurs qui utilisaient leur ordinateur personnel avec des informaticiens qui travaillaient jour et nuit pour faire en sorte qu'ils puissent le faire. C'était vraiment une cohésion
réunion d'ensemble, on avait des collaborateurs qui répondaient au téléphone avec leur téléphone personnel. Et on avait en face des sociétaires qui trouvaient ça formidable, et même si c'était un mode très très dégradé finalement, mais qui se sentaient vraiment dans la même dynamique, en tout cas écoutés, entendus, et ils voyaient que l'entreprise était à leur disposition. Donc voilà, donc tout cet aspect-là, et puis on a nous beaucoup travaillé, et on s'est beaucoup reposé aussi sur l'ensemble des managers, les managers de proximité, qui du jour au lendemain perdaient finalement cette proximité physique, qui ont tous et toutes eu à cœur de la recréer, Teams bien évidemment, mais aussi des appels, alors des appels de groupe par Teams évidemment, mais aussi des appels individuels. Au départ, ça se passe plutôt bien parce qu'on est vraiment dans la réaction, encore une fois, il y a une espèce d'adrénaline qui rentre en jeu. Ce qu'il faut gérer, c'est la durée. Et c'est ça aussi, par rapport à l'écoute que tu évoquais, la durée, c'est très important de gérer dans la durée parce qu'à un moment donné, les questions commencent à se poser, on n'entrevoit pas le bout du tunnel. Et finalement, là où on était dans une espèce de dynamique forte dans l'action, à un moment donné, on va être dans la question et c'est là où il faut apporter un certain nombre de réponses et être très attentif à un moment donné aussi à ce que les collaboratrices et les collaborateurs peuvent vivre. Dans leur quotidien, il y a des enfants qui vont plus à l'école, il y a des personnes de leur entourage qui sont malades. Ils vivent ce que l'ensemble des Français sont en train de vivre et en même temps, ils doivent poursuivre l'activité de l'entreprise. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Ouais. Extrêmement complexe, on l'a vu dans beaucoup d'entreprises. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as pu voir comme bonne pratique justement Alors je rebondirai absolument sur ce qu'ont dit Anne et Nicolas ici. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a marqué, c'est de voir à quel point les entreprises qui ont fait la différence, c'est les entreprises qui ont su écouter. Je pense que Ikea est un modèle du genre, enfin, une écoute constante, etc. Je pense que Maïf a fait le même travail. J'ai vu des entreprises qui n'ont pas écouté certaines catégories de personnel, des entreprises qui n'ont pas écouté les managers, par exemple. Des managers qui étaient très vite en difficulté au tout début de cette pandémie. Parce que crise sanitaire, tout d'un coup, ils se retrouvaient à gérer des problématiques qu'ils n'avaient absolument pas l'habitude de gérer et obligés de... et ils n'avaient pas les réponses. Et ils n'avaient pas les réponses parce que les réponses, elles venaient pas d'en haut. Donc du coup, ils étaient sans réponse, avec des collaborateurs pour le moins inquiets, qui ne comprenaient pas ce qui se passait, etc. Et incapables de donner les réponses, etc. Et donc dans des vraies difficultés. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces managers ? C'est évidemment clé. Je pense à une autre catégorie qu'on a vue dans une autre entreprise, c'est des alternants. Des alternants qui disaient, c'est incroyable, ils sont tous les CDI et tous les CDD, ils sont chez eux. Nous, les alternants, on est obligés de venir, on n'a pas le choix. Contractuellement, on est obligé de venir sur le lieu de travail. On est de la chair à canon. Mais c'était l'expression qui revenait dans leur verbatim. Plusieurs fois, dans les alternants, on disait, on est de la chair à canon. Donc, c'était aussi peut-être passé le mot. Mais en tout cas, ça montrait bien que aussi cette catégorie, elle doit être écoutée et comprise, etc. Et après, je trouve que ça a généré aussi plein de très bonnes pratiques. On parle de cette écoute quasiment permanente avec Ikera. Moi, j'ai vu, effectivement, je trouve plein de bonnes pratiques se mettre en place. Nicolas disait, j'ai vu dans une grande banque française qui a pris soin d'appeler tous les parents qui étaient parents célibataires. Parce que parents célibataires, gérer la crise, c'est compliqué. Donc, effectivement, on appelle les parents célibataires pour leur dire comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Les personnes en situation de handicap aussi, elles ont été appelées systématiquement par cette grande banque française de façon à être sûr qu'on répondait à leurs besoins et essayer vraiment de s'adapter le plus possible à ces besoins de cibles qui ont été identifiées comme des cibles fragiles dans ces moments-là, et je trouvais ça très bien. Et après, moi, j'ai trouvé que cette crise, elle a aussi permis de développer plein de bonnes pratiques. Je pense à, par exemple, Engie, ou des entreprises comme Natixis, et c'est des choses que vous avez fait aussi chez vous, de faire venir des conférenciers très régulièrement pour alimenter tout ça, pour donner une espèce d'énergie, alimenter la culture client, etc. Chez Engie, par exemple, tous les vendredis à 14h, il y avait une conférence. Et c'était très suivi. Très suivi, et c'était un moment de partage, un moment où on se retrouvait tous ensemble, etc., etc. Et finalement, c'est intéressant de se dire qu'on donnait une espèce d'oxygène et on alimentait quelque chose chez les collaborateurs comme ça. Tu parlais de la distribution du matériel. Orange a installé un drive. À un moment, ils se sont rendus compte que c'était tellement compliqué que finalement, ils ont organisé un drive. Et les collaborateurs qui avaient besoin de n'importe quoi, etc., d'une souris, etc., venaient au drive et recevaient ça au drive. Donc, je trouve qu'il y a plein de choses qui se sont mises en place comme ça, qui sont très intéressantes et qui ont permis finalement aussi, je trouve, dans l'attention de montrer de l'attention qu'on portait aux collaborateurs dans un moment particulièrement difficile. Voilà.
Et je pense que si Florence Bouchot, qui est dans les coulisses, était sur ce plateau, elle nous dirait, je crois, que notamment à l'occasion de cette crise et justement de ce télétravail, a été mis en place justement ces forums en version numérique, qui a également été l'occasion finalement de toucher encore plus de monde que dans la situation d'avant. Donc effectivement, d'un mal, il y a eu quelques biens. Quelques biens. Ouais. On a parlé effectivement l'attention portée aux collaborateurs. On peut parler de cette notion de care. Moi, je vous sais tous les trois plutôt versés sur cette notion de symétrie des attentions ou effectivement de philosophie du care, l'attention à l'autre. Le client là-dedans, le sociétaire là-dedans. Quelles ont été les actions? Un de deux veut se... Je vais Allons-y. peut-être rebondir, tu parles de sociétaire. Exactement. Alors, les actions, elles ont été très nombreuses. Alors, on parle des sociétaires, mais on parle aussi des fournisseurs, par exemple. Hein. On parle en tout cas de tout ce qui environne et toutes les personnes ou toute la société les sociétés avec qui on peut travailler autour de nous. Hein. Pour les sociétaires, c'est vrai qu'on s'est très rapidement posé la question. Déjà, il fallait réagir, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il fallait être disponible. Ça a été vraiment la base, être à leur écoute, être présent par rapport à leurs questions. Et puis ensuite, en tant qu'assureur, comme je l'évoquais, on sait faire des calculs, on sait faire des modèles. On savait que la crise sanitaire et surtout le confinement allaient faire que derrière, eh bien, moins de circulation. Moins de circulation, ça veut dire moins d'accidents. Et ça, nous, c'est notre métier, on sait le calculer. Donc, on savait que sur une période d'à peu près 8 semaines, sur le premier confinement, on allait finalement ne pas dépenser, parce qu'il y aura moins de sinistres, environ 100 millions d'euros. C'est quand même une somme assez importante. Eh bien, ces 100 millions d'euros, la direction générale a rapidement décidé de la redistribuer aux sociétaires parce qu'ils étaient dans une situation eux aussi difficile économiquement, parce que de toute façon, nous n'allions pas les dépenser. Donc, ça nous a paru complètement être dans nos valeurs et dans notre cœur de métier que de redistribuer ces 100 millions d'euros. Ça représentait une trentaine d'euros par véhicule assuré, en fait. Hein. Et puis, on proposait à nos sociétaires plusieurs choix. Peut-être qu'ils pouvaient, on avait des associations vers qui on pouvait verser ces 30 euros, et puis chacun avait le choix de se dire ben non, moi je suis jeune salarié, j'ai besoin de ces 30 euros. Et d'ailleurs, beaucoup nous ont remerciés parce que voilà, ça contribue aussi au fait de faire une semaine de course ou des choses comme ça. C'est pas rien malgré tout pour eux. Et puis, certains ont décidé de prendre aussi les 30 euros et de les reverser à d'autres associations. Bref, tout le monde était libre de faire ce qu'il souhaitait par rapport à ça. Ça a eu un très gros impact au niveau externe, vis-à-vis de nos sociétaires, vis-à-vis d'autres assurés. Beaucoup nous ont appelés, qui étaient assurés chez nos concurrents, pour nous dire tout le bien qu'ils pensaient de ce genre d'opération, ou appelés ou écrits sur les réseaux sociaux, etc. Et puis ça fait beaucoup de bien en interne. Il y a une vraie fierté d'appartenance à ces entreprises, avec ce sentiment d'être complètement aligné entre ce que prend comme décision la direction générale, vers qui elle le prend, ces sociétaires, pourquoi elle le fait. Et c'est vrai que ça a été un mouvement interne aussi extraordinaire. Et voilà, donc il y a une vraie dynamique autour de ça. Puis j'évoquais un peu rapidement aussi, hein, c'était vraiment toutes les actions qu'on a entreprises, c'était dans notre cœur de métier. Ce n'était pas question pour nous d'aller en dehors de ce cœur de métier. On n'aurait pas su faire, on n'aurait pas été légitime. Et par exemple, on a fait des avances de trésorerie auprès de réseaux d'experts ou auprès de prestataires qu'on a régulièrement en informatique ou autre. Parce qu'on sentait bien aussi toute la difficulté qu'ils allaient avoir, eux, économiquement parlant, pour continuer à vivre et à payer leurs salariés. On n'a pas fait appel aux aides gouvernementales en ce qui concerne le chômage partiel. Voilà, il y a tout un tas de dispositifs qui sont, je pense, conformes aussi à notre statut d'entreprise à mission, qui visent finalement le bien sociétal, le bien commun. Et c'est vrai que ça a été une belle dynamique. On l'a fait véritablement sans imaginer qu'on ne s'est pas senti obligé de le faire. On ne s'est pas senti... on n'a pas eu l'impression qu'on le faisait pour des raisons autres que la situation l'exigeait et nos sociétaires en avaient besoin. Mais c'est justement cette idée c'est un moment de vérité. Enfin, c'est un moment où il faut qu'on soit présent, il faut qu'on soit là, qu'on leur montre qu'on pense à eux. Et je trouvais que c'est une initiative absolument remarquable, qui montre bien que vous aviez compris que c'était un moment extraordinairement important dans la relation entre vous, vos sociétaires et vos collaborateurs, bien sûr. Ouais. Mais ça montre ça, je trouve. C'est exemplaire, je trouve. Ouais. Merci.
Merci. Non, mais c'est pas... Merci. Non, mais on opine du sous-chef. C'est une des choses dont on se rappellera de cette crise sanitaire, peut-être une ou peut-être la plus belle initiative d'une entreprise française par rapport à ça. C'est assez remarquable. Et tous les assureurs n'ont pas eu cette même réaction. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Là-dessus, alors on ne parlera pas des autres. On parlera Monsieur Garnier. Non. Et c'est vrai que ce qui est intéressant et qui va dans ce que tu évoques, c'est qu'on avait mené une étude en début 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec le blog de Thierry, donc Sens du client, Init et le salon Stratégie client et la marque, qui était une étude faite à l'ensemble des acteurs de la relation client. On avait demandé quelles étaient pour eux la marque la plus inspirante. Voilà. Quelle était la marque la plus inspirante? Et Amazon était sorti en première position. Maïf était sorti en seconde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'issue de la crise, on a reposé ce même questionnaire parce que le salon avait été décalé, etc. Et on s'est rendu compte que de manière assez claire, Maïf était passé en première position devant Amazon, qui, nous, dans l'univers de la relation client, est quand même une espèce de mastodonte, si j'ose dire, en termes de référence et d'inspiration. Donc je pense que cette sincérité, si j'ose dire, qui je crois d'ailleurs est chère à Maïf, a été bien vécue comme telle par les sociétaires et la fierté de l'interne, comme tu le disais. Ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas une sincérité. C'est le maître mot en tout cas. Ouais. Ça ne fonctionne pas s'il y a un calcul. Ça ne fonctionne pas s'il y a une espèce de manipulation. Il faut véritablement que ça corresponde à nos attentes internes, aux attentes externes, aux attentes de la société en général, et qu'il y ait cet alignement entre tout ça. Ouais. Du coup, on a parlé de l'attention portée aux sociétaires, apportée dans la dimension client au niveau d'Ikera. Et qu'est-ce qui a pu se passer? Alors, ce qui est vrai, c'est que quand on voit ce qui se passe, on se dit immédiatement que pour les clients de nos clients, eux aussi se trouvent forcément dans une situation d'incertitude et probablement de fragilité. Toutes ces personnes qui soit se retrouvaient au chômage partiel, soit pour les indépendants parfois même sans activité, et au départ, tous ces commerces qui ont fermé. Donc, une des premières finalement réflexions était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on va faire, parce que le cœur de notre métier, c'est quand même de trouver des solutions, d'accompagner les clients de nos clients. Et on a essayé d'intensifier justement ce travail d'écoute et d'adapter finalement aussi la manière dont on allait s'adresser aux clients de nos clients. Et on a continué d'écouter, puis peut-être avec une oreille un peu différente, changer un peu l'oreille, mais on a essayé d'intensifier et puis d'accompagner aussi nos collaborateurs dans une espèce de cercle vertueux, en intensifiant aussi la lecture des verbatims à chaque fois qu'on faisait nos écoutes, pour leur montrer à quel point leur rôle était clé. Et finalement, tout à l'heure, l'amiral parlait du sens, donner du sens. Et je crois que là, on est arrivé à un moment où ça donnait vraiment du sens à ce qu'ils faisaient. Parce que quand on se trouve dans une situation comme celle-là, assez inédite, on ne fait pas notre métier de manière automatique. D'un seul coup, il faut se reposer des questions. Et le sens, ce cercle vertueux qui était, regardez, quand vous écoutez bien les clients de nos clients, vous trouvez donc des solutions plus adaptées. Ils sont contents, ils le disent. Et eux, du coup, ça les encourageait dans cette démarche d'être encore plus dans l'écoute. Et finalement, nous, on n'a rien à vendre. C'est déjà vendu, mais il faut le payer. Et c'est pas dans un parcours client, ce n'est pas un moment facile. Ouais. Et dans une situation telle que cette situation sanitaire, ce n'était pas un moment facile. Voilà. Et puis, tout à l'heure, tu parlais de la durée. Alors, forcément, quand on se trouve dans les premiers mois, on insiste sur le... Mais après, il faut le conserver parce qu'elle n'est pas terminée, cette crise. Donc, et c'est finalement garder ça dans la durée qui est aujourd'hui, je trouve, la plus grande difficulté dans l'accompagnement. Et de se dire comment est-ce qu'on va faire pour garder cette écoute un peu différente et sans arrêt se reposer des questions. Alors, on s'est beaucoup posé du coup à cette occasion, même si c'était déjà en germe, j'allais dire ça a accéléré toute la réflexion autour de la fragilité et de la fragilité des débiteurs. Et puis c'est un concept, il y a le client fragile, c'est un concept bancaire, et puis chacun a son concept de client fragile. Voilà. Et ça nous a amené, nous, en interne, à nous poser beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'un client fragile, comment on devient fragile, est-ce qu'il y a des degrés de fragilité ?
Alors on s'est entouré on a pris conseil, on a écouté différemment. D'abord on avait fait une étude faite par 2 sociologues auprès des clients de nos clients, et ça nous a beaucoup aidé parce que c'était une vision un peu différente. Voilà, ils sont allés assez loin donc ça nous a aidé aussi à trouver finalement des modes d'accompagnement et de bien aller au-delà dans qu'est-ce qu'un client fragile et comment on devient fragile. Après, on a beaucoup échangé avec 2 partenaires, Crésus et le Crédit municipal de Paris, parce qu'eux, ils traitent de la fragilité, mais dans un niveau encore différent. Et puis, bon, après, ce sont pas des entreprises, hein, donc ils ont des méthodes d'accompagnement qui sont différentes. Mais finalement, d'avoir ces partenaires, d'avoir ces regards différents, ces méthodes différentes, ça nous a amené à nous poser beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on gère tous ces clients fragiles. Encore une fois, je vous le disais au départ, hein, il n'y a pas d'impayé par plaisir ni par choix. Très souvent, c'est subi. Donc, et ça a amené nos collaborateurs et ça nous amène, nous, et on est loin d'avoir abouti dans cette réflexion, et je pense que ce sera sans un mode de réflexion permanent, de se dire, il y a différents types de fragilité, et nous, la manière dont on va accompagner les clients de nos clients, c'est j'aime pas mot catégoriser les fragilités, mais quelque part, adapter, chaque situation est unique, hein, donc c'est adapter notre accompagnement au type de fragilité. Et pas se focaliser, par exemple, parce que c'est très facile, on pourrait se focaliser sur les revenus, hein, mais c'est pas du tout ça, hein, c'est du reste à vivre, c'est un contexte, c'est une situation personnelle. Et de la même manière qu'on s'intéresse beaucoup à nos collaborateurs, on s'intéresse aussi beaucoup aux situations de fragilité de nos débiteurs. Et je crois que cette incertitude de crise nous a amené à nous reposer beaucoup de questions aujourd'hui sur nos modes de recouvrement et la manière dont on allait gérer toute cette fragilité de clients. Voilà. Ouais. Merci Anne. Laurent? 2 mots, une fois de plus, je trouve que... on a du temps. Hein. Ah bon. Côté... parce qu'en général, tu es toujours en train de me brimer. Non, mais c'est pour ça c'est pour ça que je te précise, tu es déstabilisé, tu vois. Est-ce un piège? Moi, je trouve que ce qu'on s'est dit côté collaborateur, ça marche aussi côté client. Ne pas écouter certains clients, c'est une catastrophe. Je l'ai vu, moi, dans des entreprises de placement financier, où globalement, ils n'ont pas pris contact avec leurs clients pendant toute la période de crise sanitaire. Les clients, dans les Veriteam, ils disent « mais c'est incroyable, vous ne nous appelez pas, vous ne nous parlez pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Vous comprenez bien la situation tous les deux. On est dans cette crise sanitaire, qui dit crise sanitaire dit forcément à un moment crise financière aussi, enfin incertitude financière, c'est le thème du... Ouais. Et à un moment, ils disent « c'est incroyable que dans ce moment aussi particulier, aussi finalement stratégique pour nos investissements, vous ne nous parliez pas, c'est incroyable ». Autre cas de figure de clients oubliés, je trouve ça intéressant de se dire il y a des clients qui sont oubliés, comme je vous parlais des collaborateurs oubliés tout à l'heure, il y a des clients pros. Il y a des clients pros qui, alors je ne dirais pas où, mais dans certaines entreprises, se sont vus, tu parlais de prestations dégradées, au moins dans un premier temps, oui, on dégrade la prestation parce qu'on fait face, c'est logique. Et donc, finalement, on traite le client pro pendant un certain temps comme le client particulier. Or, le client pro, il dit c'est un moment particulièrement difficile pour mon entreprise, et vous me ravalez au niveau de client particulier. Les privilèges que j'ai à être client pro chez vous, ils sont finis à un moment où j'ai particulièrement besoin d'être soutenu, d'être accompagné, etc. Donc je trouve ça aussi assez intéressant de penser qu'on ne pense pas à ça. Et du coup, et c'est là où on reparle de retour à la normale, je pense qu'on va y reparler très vite. Effectivement, il faut faire face très vite, mais très vite, il faut remonter le dégradé, oui, mais pour combien de temps? On va en reparler tout à l'heure, j'imagine. Et dans ce retour à quelque chose, ils ont une entreprise qui a mis beaucoup trop de temps à reconsidérer les avantages de ses clients pro. Puis après, moi, je trouve que cette crise, elle a permis aussi de développer plein de choses, d'idées nouvelles. C'est-à-dire que je pense à la FNAC, par exemple. Moi, ça m'a beaucoup intéressé de voir que la FNAC, j'ai toujours trouvé que les expériences digitales étaient d'une pauvreté ahurissante. C'est ce qu'on voit dans toutes nos études. Globalement, l'expérience digitale, c'est le parent pauvre de l'expérience client aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir que, par exemple, la FNAC, pendant cette période-là, la FNAC, qu'est-ce que c'est si ce n'est le conseil des vendeurs? Ils ont mis en place des visios où on pouvait, quand on allait sur le site de la FNAC, faire appel à un vendeur en visio.
Et tout d'un coup, on retrouvait finalement l'ADN de la Fnac, non plus en magasin, mais à distance, en visio. Et je trouve ça très bien. Et donc, je trouve que c'est une initiative formidable. J'espère que c'est une initiative qui va perdurer. On va reparler de ça aussi, j'imagine. Mais est-ce que ça va perdurer? En tout cas, voilà une initiative intéressante. Et je trouve que cette crise sanitaire, elle a aussi permis, par exemple, à La Poste, de promouvoir, plus qu'elle ne le faisait avant, sa lettre recommandée, sa e-lettre recommandée, c'est-à-dire cette lettre recommandée, vous n'avez même plus besoin d'aller en bureau de poste. Vous imaginez, vous n'avez même plus besoin d'aller en bureau de poste pour déposer une lettre recommandée. C'est quand même une révolution. Vous envoyez tout par Internet, c'est la Poste qui se charge d'imprimer votre lettre, qui se charge de la mettre dans l'enveloppe, de rédiger, etc., et d'envoyer le truc pour vous. C'est une révolution. Mais s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, peut-être que ce produit-là, il aurait été moins poussé, moins, etc., etc. Et je trouve donc du coup que dans cette crise sanitaire, côté client, il y a cette idée de ne pas oublier tous ses clients, même certaines franges de ses clients, et puis il y a plein d'innovations qui se sont passées et qui sont intéressantes et qui, on va l'espérer, vont perdurer après. Ouais. On a fait le tour des bonnes pratiques. Alors, trop de temps là ? Non, c'est très bien. Il est très clair qu'on n'est pas là pour s'autocongratuler. J'imagine que dans vos organisations, il y a des choses que, rétrospectivement, mais c'est toujours facile de refaire le match, vous auriez peut-être fait différemment. Quelles seraient ces choses si vous aviez à rejouer justement ce match, ou des points d'amélioration pour demain, peut-être d'ailleurs? Certainement beaucoup. Puis comme ce que disait Laurent, on a appris à faire les choses, on a appris beaucoup à faire les choses différemment. Et comme disait l'amiral tout à l'heure, penser différemment et en permanence penser différemment. Et une des choses certainement que j'ai apprises et parfois à mes dépens et que nous avons appris collectivement et parfois à nos dépens, c'est que les choses vont très vite quand on se trouve dans ces situations d'incertitude. Il faut sans arrêt rebattre les cartes. Voilà. Et se dire finalement la décision qu'on a prise à un instant T. Et je pense par exemple dans le premier confinement, on a fait un certain nombre de choses. On s'est dit ça y est, maintenant on sait gérer cette crise sanitaire. Et puis quand on se retrouve à l'automne, de nouveau confronté à un deuxième confinement, mais qui n'est pas exactement pareil, on a eu la tentation de refaire la même chose. Et en fait, c'était une erreur. Voilà, le deuxième n'était pas le même, le troisième n'était pas le même, les suivants ne seront pas les mêmes. Et ce que je trouve qui a un peu changé, et maintenant, on va apprendre à le faire différemment, c'est que ce qui marche à un instant T ne marche pas 3 mois après, ne marche pas 6 mois après. Il faut sans arrêt penser différemment. Voilà, c'est vraiment, et je pense que ça m'a beaucoup parlé tout à l'heure ce que disait l'amiral Finaz, le penser différemment, c'est indispensable. Alors tout ce dispositif d'écoute finalement qu'on a mis en place avec ces écoutes régulières, courtes, mais également l'enquête qu'on avait faite avec les équipes de Laurent, avec juste des verbatims, ça nous permet de capturer en permanence ces changements d'humeur, ces changements émotionnels, on en avait parlé, et je trouve que c'est vraiment cette difficulté aujourd'hui. Si maintenant on a appris quelque chose à faire différemment, c'est de se dire il y a plus aucune recette où on est sûr qu'elle fonctionne. Il faudra sans arrêt repenser. On a des ingrédients qu'on sait faire, mais il faut les faire différemment. Voilà. C'est vraiment. L'amiral parlait de curiosité, oui. C'était le terme, et je trouvais ça très bien. Et je te voyais en train de le regarder, oui. Etc. Et c'est exactement ça. Et curiosité, finalement, la curiosité, ça commence par écouter ses collaborateurs, être curieux de ce qu'ils ont à nous dire. Et je pense que quand tu dis ce qui marchait il y a 3 mois ne marche plus 3 mois après, c'est extraordinaire. Ça montre bien à quel point les entreprises doivent être de plus en plus curieuses. Enfin, moi, je vais parler de l'entreprise sensible, parce que je pense que l'entreprise de demain sera une entreprise sensible. Et je pense que dans cette sensibilité, il y a cette curiosité. Et cette curiosité permanente qu'on doit avoir. Et je trouve que ce que tu racontes là est emblématique de ça, et de ce qui va se passer. Enfin, voilà. Tu as bouffé ton temps de parole. Non. Juste une petite Vous êtes le maillon faible. Non. Mon cher Nicolas, du coup, rétrospectivement, s'il y avait des choses qui auraient... S'il y avait un retour d'expérience de... Moi, je trouve que c'est une excellente question déjà. Parce qu'en fait, quand on a préparé... Est-ce que c'est enregistré dans la boîte ça Quand on a préparé un petit peu cet échange, moi, je ne m'étais pas posé la question.
Ça s'entendait. Et ça, c'est une erreur. Mais ça s'entendait. Et ça va peut-être encore s'entendre juste maintenant. Mais c'était déjà une erreur que de ne pas se poser la question de qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement et éventuellement quelles erreurs on aurait pu commettre, etc. Et donc, vraiment, c'est une excellente question et je me la pose maintenant de plus en plus souvent. Donc, merci. Et j'invite tout le monde à se la poser parce que je trouve que c'est vraiment une bonne façon de voir les choses. Quand bien même, voilà, on doit aussi être dans l'action et on doit aussi continuer à être dans l'adaptation et dans la réactivité. Malgré tout, ça fait du bien un petit peu de voir les choses de façon rétrospective. Moi, j'ai l'impression, mais c'est mon impression, hein, je ne sais pas si au sein de l'ensemble de l'entreprise, il y a un partage, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup compté, on l'a évoqué, sur nos managers. Et beaucoup de choses ont reposé sur les épaules des managers. On l'évoquait, hein, les managers appelaient régulièrement leurs équipes, tous les jours avec des Teams, peut-être tous les jours, tous les 2 jours, en individuel pour prendre des nouvelles, etc. Ces mêmes managers qui, elles aussi et eux aussi, avaient les mêmes problématiques, des enfants, des situations à vivre difficiles, un contexte sur lequel ils n'étaient absolument pas habitués historiquement, hein, manager une équipe à distance du jour au lendemain. Évidemment qu'il y a eu des actions entreprises vis-à-vis des managers, évidemment que la direction générale a eu à cœur aussi de les écouter et de leur parler régulièrement. Je ne sais pas, je n'ai pas de solution toute faite comme ça ce matin, mais je me dis qu'effectivement, ça a été très très lourd, très très difficile pour les managers de proximité. Ils ont tenu le coup, ils ont été tous et toutes très motivés. Peut-être que c'est temps aujourd'hui de se poser la question. Alors, il y a évidemment derrière de la reconnaissance, hein, des messages, etc. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Je pense qu'on aurait dû faire différemment. Comment? Je n'ai pas la réponse ce matin, mais je crois que c'est très important parce que vraiment, sans ces équipes managériales, je pense que toute la chaîne s'effondre, hein. À un moment donné, hein, la structure, elle ne peut pas tenir. Donc, on a bien senti toute l'importance qu'ils et elles avaient au quotidien, en fait. Ouais. Donc, moi, j'ai ce point-là. Et puis, le deuxième que j'évoquais juste pendant que tu m'as posé la question, c'est posons-nous cette question, qu'est-ce qu'on aurait dû faire différemment? Et moi, je me la pose aujourd'hui bien plus régulièrement qu'avant. Donc, merci Marie-Louise. Non, alors, si tu peux dire merci Général Blachon, puisqu'il y a 5 ans, nous avions fait une convention sur la notion du droit à l'erreur. Et à l'époque, le Général Blachon, qui était le patron de Saint-Cyr-Côte-Quidan, était venu et il nous avait parlé de l'importance justement du rétex et de dire à chaque sortie, derrière, on doit voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné pour apprendre. Il faut le faire simplement parce que sinon, après, on s'arrache les cheveux. Mais juste, voilà, se poser quelques minutes pour y réfléchir, ça fait du bien, effectivement. Merci. Quelques minutes. Quelques secondes, Monsieur Garnier. En termes de, tiens, un point, tu as parlé de la notion si je synthétise pour te permettre d'avoir du temps encore sur les perspectives. Tu parlais surtout d'éviter le dos rond, peut-être qui a pu être la technique de. Ça, éviter le dos rond, moi je dirais, c'est aussi beaucoup travailler le retour à la normale. Enfin, tous les deux en ont parlé. Ouais. C'est un moment, oui, il y a une période de grâce, je dirais, dans lequel, effectivement, on sait que l'entreprise est en train de faire face. C'est vrai que pendant un premier temps, les clients étaient ravis d'avoir quelqu'un qui répondait au téléphone, ou qui s'occupait d'eux, etc. Mais très vite, cette période de grâce et ce côté dégradé de la prestation, il est très vite insupportable pour les clients, et très vite, ils sont dans le retour à la normale. Donc, la capacité des entreprises à revenir très vite à la normale, elle est clé. Et je parlais des clients pro tout à l'heure, c'est clé. Autre chose, rapidement, c'est moi j'ai vu ça dans une entreprise de transport, par exemple, qui a mal évalué, je trouve, l'impact de la crise sanitaire sur l'expérience de leurs clients. C'est-à-dire qu'ils ont fait les choses bien, ils ont port du masque obligatoire, machin, les collaborateurs, les clients, des petits trucs là, pour le gel, distributeur de gel aux arrêts de bus, de tram, machin, etc. Mais ils n'ont pas compris à quel point les attentes des clients étaient au-delà de ça. Au-delà de ces aspects réglementaires. Par exemple, ils n'ont pas compris qu'il y avait une nécessité d'organiser les queues pour monter dans le bus ou dans le tram, de façon à ce que ça ne soit pas la cohue. Parce que dans une période de crise sanitaire, il faut absolument que ce soit beaucoup plus organisé que ça ne l'était avant. Donc, ils n'ont pas pensé à ça. Et les clients leur disent, mais qu'est-ce que c'est que c'est quoi ce souk? Et c'est important de comprendre ça. Et c'est important de revalider, de repenser toute son expérience client et son expérience collaborateur, on en a parlé, à l'aune de cette crise sanitaire, avec tous les impacts que ça peut avoir. Donc, je pense que c'est aussi important d'avoir ça en tête. Voilà. Et justement, avoir en tête, se projeter, tu as bouffé ton temps de parole de projection. Justement, demain, par rapport à vos organisations, qu'est-ce que vous pressentez comme perspective en lien avec la relation client ou la relation sociétaire? Ce qui est sûr, c'est que ça s'accélère. Ouais. Ça, j'enfonce une porte ouverte. Hein.
2010, alors les trentenaires, voilà, on voit bien ce qu'ils sont en train de vivre. 2010, crise des subprimes. 2015, 5 ans après, les attentats à Paris. 2018, les gilets jaunes. 2020, enfin ouais, on voit bien que entre deux crises... Les gilets jaunes, juste... Non, je rigole, je ne vais pas rentrer dans la polémique. On voit bien qu'entre deux crises majeures, je ne porte pas de jugement en disant ça, et juste le constat, c'est qu'entre deux crises majeures, le temps est de plus en plus réduit en fait, 5 ans, 3 ans, 2 ans. Donc tout s'accélère, ça influence forcément les comportements. Moi, j'aime bien dire qu'on était plutôt sur une approche par les besoins il y a quelques années. Maintenant, on est sur une approche par les attentes. Je pense que demain, on va être sur une approche par les envies, répondre aux envies. Dans les envies, on voit bien aussi que cette crise sanitaire a recentré finalement les consommateurs sur leur chez-soi, le local. J'ai envie de jardiner, je m'occupe de mon petit jardin, de cuisiner. On voit bien de mes abeilles. De mes abeilles, private joke, merci. On voit bien qu'on se recentre un petit peu aussi sur ce qu'on maîtrise finalement, dans un environnement d'incertitude. On se recentre sur son milieu familial, local, sur des actions qu'on peut mener effectivement les uns les autres sur le local. Donc voilà, tu as évoqué la vidéo, c'est peut-être effectivement quelque chose qui va arriver, qui va chambouler un petit peu notre façon de gérer la relation client, la relation sociétaire. Moi, je me pose beaucoup de questions sur la vidéo. J'ai pas d'éthique. La visio, tu veux dire. La visio, pardon. La vidéo dans le sens où la visio où je rentre chez toi et tu rentres chez moi. Je suis collaborateur Maïf. J'accueille chez moi le sociétaire et je vais chez le sociétaire directement dans son salon, dans sa salle à manger. Donc voilà, donc ça a quand même des impacts qui ne sont pas si négligeables que ça en termes de relations. C'est complémentaire, certainement, c'est une autre forme de relation. Et de toute façon, ça ne peut se faire que si l'un et l'autre l'acceptent. Là, de toute manière, c'est très clair. Et je crois que sur cette visio, il y a probablement des cas d'usage qui s'y prêtent. Puis après, je dis ça, et puis peut-être que dans 6 mois, je dirai autre chose, véritablement. L'expérience fait. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des cas d'usage. Dans le monde de l'assurance, c'est très simple. Le cas d'usage le plus basique, j'ai un dégât des eaux, je tourne mon smartphone, c'est génial parce que je monte directement, je n'ai pas besoin d'expliquer. Ça, c'est super. Après, peut-être qu'en vente ou en conseil, c'est un peu différent. Je ne sais pas, à voir. Ouais. En vente, en conseil, en recouvrement, est-ce qu'il y a des... Au sens large, chez Ikera, des perspectives, collaborateurs comme clients d'ailleurs? C'est une question qui n'est pas simple, justement, parce que incertitude. Et c'est vrai qu'on a l'impression de naviguer peut-être un peu dans le noir et dans le brouillard. J'aime bien l'histoire d'Ernest Shackleton, qui voulait traverser la banquise et qui s'est retrouvé dans le noir. Et bon, finalement, quand on ne sait pas, et moi j'ai moins de vision sur ce qui va se passer, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, je suis d'accord, ça s'accélère. Et quand je disais tout à l'heure, ce qui marche à une date donnée ne marche pas 3 mois après, c'est très court. C'est très court, ça veut dire qu'il faut se réinventer très très vite. Alors, moi je dirais... Dans ces cas-là, on va essayer de trouver les bonnes solutions en s'appuyant sur ces fondamentaux. Dans le recouvrement, les fondamentaux, c'est savoir écouter, savoir accompagner, savoir trouver la bonne solution. Donc, il y a différentes manières de le faire, je l'ai dit tout à l'heure, en faisant des partenariats, en regardant comment on fait ailleurs avec d'autres modèles. Et ça nous amène à écouter différemment. Alors, j'aimais bien l'idée d'avoir... le regard ouvert sur le monde de l'amiral Finas tout à l'heure. Alors nous, plus modestement, on va dire qu'on a les oreilles ouvertes sur nos collaborateurs, les clients de nos clients donneurs d'ordre, nos partenaires. Et c'est ce qui nous aide finalement dans ce monde d'incertitude peut-être à y voir plus clair, si je puis dire, et en tout cas trouver notre cap, trouver notre voie. Peut-être la vidéo, effectivement, et on se rend compte d'ailleurs qu'on a changé beaucoup de pratiques. Si je prends pour changer un petit peu le monde des collaborateurs, il y a des choses qui sont complètement transformées. Aujourd'hui, un process de recrutement, il se fait à distance sans aucun problème. Alors qu'on n'aurait jamais imaginé ça auparavant. Des formations, elles se font à distance. Tous les grandes rencontres avec les collaborateurs, elles se font à distance. On a trouvé plein d'autres moyens. Et je me dis, du coup,
finalement, on a trouvé, face à cette incertitude, donc on saura trouver les autres choses. C'est dur de donner des perspectives ou des conseils parce que on n'est pas Madame Irma, donc on voit pas, on n'a pas notre boule de cristal. Moi, j'aimerais bien de temps en temps. C'est justement la transition que j'allais faire, parce que j'avais parlé du père Fouras, en disant Père Fouras, instruis-nous, dis-nous face caméra qu'on te ressorte dans 5 ans en disant, tu vois, tu avais dit ça, les tendances, tu vois. Il y a une chose peut-être aussi que je voudrais rajouter, c'est qu'on a commencé à écouter un tout petit peu plus des jeunes générations. Et on l'a fait notamment, alors pendant cette période, j'ai beaucoup insisté pour qu'on continue à prendre des alternants et des stagiaires, alors pas en les laissant tout seuls comme de la chair à canon, parce qu'il y avait une partie de nos collaborateurs, et puis là les derniers mois, on a quand même essayé de continuer à ouvrir nos locaux. C'est très intéressant, leur regard sur le monde. Et puis dans nos partenariats également, et notamment des associations, il y a des collaborateurs qui sont parrains de jeunes. Et je trouve que c'est très intéressant, leur regard, et par exemple, nous, ce qui nous intéresse, leur regard sur le monde du recouvrement. Faire rentrer un alternant ou un stagiaire qui ne connaît rien au monde du recouvrement et lui poser la question de sa vision, je trouve, voilà, c'est aussi une manière peut-être de s'intéresser à ce qui va se passer, les attentes. Père Fouras, moi, juste la même question, je répondrais. D'abord, je pense qu'il y a un enrichissement de l'expérience digitale. Je vous l'ai dit, dans toutes les études qu'on fait, on voit à quel point l'expérience digitale est aujourd'hui le parent pauvre de l'expérience client. Je pense que cette crise sanitaire la remet sur le devant de la scène et fait qu'elle va s'enrichir. Je vous ai donné l'exemple de la FNAC, l'exemple de la Poste, mais il y en a plein d'autres dans lesquels il y a une vraie nécessité d'enrichir cette expérience digitale. Si elle devient de plus en plus centrale, il faut l'enrichir. Je pense aussi à la visio. Je crois beaucoup à la visio dans les rapports dans les rapports professionnels, notamment avec les clients pros. Je pense à ces entreprises de placement financier qui essayent de recruter des clients pros. Je trouve que la visio, c'est un très bon mode d'échange avec des clients pros. Ça crée de la confiance. Ça fait des rendez-vous un petit peu plus formels qu'au téléphone, etc. Ça permet d'échanger des documents. Ça a plein de vertus. Et je trouve que dans le cadre des pros qui ont pris l'habitude de travailler en visio, les particuliers, je ne sais pas, très honnêtement, je ne sais pas bien, mais les clients pros, je suis assez convaincu que c'est un moyen d'échanger maintenant qui est assez formidable. Et puis la dernière chose, c'est, je trouve qu'il y a plein de bonnes pratiques qui sont passées, notamment vis-à-vis des collaborateurs pendant cette période-là. J'ai des entreprises dans lesquelles les collaborateurs disent « c'est dingue, depuis qu'on est revenu au bureau, mon manager, il ne me parle plus ». Alors que pendant la crise, il n'arrêtait pas de me parler. C'est très intéressant. Ça veut bien dire qu'il y a des choses qui se sont passées pendant la crise qui ont été très appréciées. Et qui ont une vraie valeur. Et combien d'entreprises, et je vous regarde tous les deux, ont fait une espèce de Rex en se disant qu'est-ce qu'on garde de ce qu'on a mis en place pendant la crise? Qu'est-ce qu'on garde de ça? Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut garder dans la vie de tous les jours, maintenant dans la perspective d'un retour à la normale? Qu'est-ce qu'on n'abandonne pas? Qu'est-ce qu'on garde de ce qu'on a vécu, appris pendant cette période-là? Il y a peut-être des choses qu'on ne veut pas abandonner. Et je trouve que c'est intéressant de faire au moins cet exercice.